Bistonkirk et aujourd'hui on va se pencher sur les différences qu'il existe entre les Boxster 986 phase 1 produites de 1996 à 2002 et les phases 2 produites de 2003 à 2004, soit pendant seulement 2 ans, c'est-à-dire 3 fois moins longtemps que la phase 1. Mais bon, il serait trompeur de croire que Porsche a attendu 6 ans pour retoucher sa Boxster. En effet, en 2000, soit 4 ans après la sortie du premier modèle, Porsche abandonne le moteur 2,5 litres au profit d'un moteur 2,7 litres avec 16 chevaux de plus. Puis, il introduit la version S avec un moteur 3,2 litres de 252 chevaux, soit 48 de plus que la version 2,5 litres. Mais l'aspect mécanique n'est pas le seul à avoir été revu. Le constructeur en a profité pour apporter une série de petits changements cosmétiques. Du coup, avant de s'attaquer à ce qui différencie une phase 1 d'une phase 2, on va passer en revue tous les petits détails qui différencient une phase 1 de cette phase 1 bis d'après 2000. Au niveau de la carrosserie, tout est pareil, il n'y a aucune différence entre les deux versions, sauf en ce qui concerne la Boxster S, qui s'est vu ajouter une troisième entrée d'air sous la plaque d'immatriculation du pare-choc avant. Ce modèle sportif dispose en prime d'un système de freinage renforcé, identique à celui qui équipe la 911 Type 996. Les mâchoires de frein sont non seulement plus grandes, mais elles sont maintenant peintes en rouge pour marquer leur différence avec le modèle 2,7 litres. Quant aux disques, leur diamètre est plus important, mais surtout ils sont percés pour une meilleure ventilation. En ce qui concerne les jantes, un petit détail va changer pour ceux qui avaient pris des cache-moyeux avec logo couleur. Avant, le cercle était en métal et le logo en couleur était en plastique. Après 2000, ça s'inverse tout simplement parce que le plastique du logo en couleur avait tendance à s'opacifier avec le temps. Mais bon, ça concerne uniquement ceux qui avaient pris cette option logo couleur. Et puisqu'on est dans les options, abordons le cas de ceux qui avaient le téléphone ou le pré-équipement pour le téléphone, c'est-à-dire cette espèce de petit boîtier à droite de l'autoradio. Dans ce cas, vous aviez droit en prime à une antenne très disgracieuse au sommet du pare-brise. Heureusement, après 2000, cette antenne disparaît pour être intégrée au montant du pare-brise. Voilà, pour les changements extérieurs, c'est à peu près tout. En fait, la plupart des différences entre la phase 1 et la phase 1 bis sont plutôt à chercher au niveau de l'habitacle. Mais avant d'y pénétrer, on va se pencher quelques instants sur le bouchon du réservoir. La toute première version de ce bouchon n'était pas attaché à la voiture et s'emboîtait sur la trappe pour pouvoir faire le plein. Sur les modèles d'après 2000, ce bouchon a été remplacé par une version avec un câble en plastique que l'on passait par le crochet de la trappe pour pouvoir le pendre. L'avantage de cette nouvelle version, c'est qu'on ne risque plus de l'oublier et surtout que le bouchon n'entre plus en contact avec la carrosserie, ce qui évite de laisser des marques dues au frottement. Pénétrons à présent dans l'habitacle. Quand on ouvre la portière, on note l'apparition d'une baguette de seuil. Elle est en plastique sur les modèles standards, mais en option, on pouvait prendre une version en aluminium gravé. Signalons que cette baguette de seuil n'est pas la seule protection qui a été ajoutée dans l'encadrement de la portière. J'aimerais attirer votre attention sur un petit détail qui passe inaperçu aux yeux de tous. Regardez sur ce modèle d'avant 2000. Il y a une zone qui a été repeinte avec un correcteur de peinture. Ce n'est pas un hasard. En général, sur les modèles d'avant 2000, c'est à cet endroit précis que la peinture est usée. Cela est dû au frottement du caoutchouc lié à l'ouverture et la fermeture de la portière. Pour éviter que la peinture ne s'abîme et qu'à la longue ça rouille, sur les phases 1 bis, Porsche a ajouté un petit adhésif en caoutchouc. Comparons maintenant les deux panneaux de porte. En ce qui concerne le caisson de basse, il ne s'agit pas de quelque chose de spécifique à la phase 1 bis ou la phase 2, mais d'une option que l'on pouvait avoir, quelles que soient les versions. En revanche, on note l'apparition d'un airbag ainsi que d'une veilleuse en bas et d'une autre cachée au niveau de la poignée. En réalité, les deux lampes et l'airbag sont les mêmes que ceux qui équipent la 996 sortie 2 ans plus tôt. D'ailleurs, la petite lampe du bas est apparue dès 1998, c'est-à-dire en même temps que la sortie de la 996. Au final, pour ajouter ces accessoires, le constructeur n'a pas eu besoin de toucher la structure métallique de la portière puisqu'elle est identique à celle de la 996. En réalité, les ingénieurs avaient anticipé ces ajouts dès la conception de la Boxster. En revanche, bien que les poignées intérieures aient l'air identiques, le mécanisme a été revu, ce qui fut une mauvaise surprise pour moi quand j'ai voulu installer les poignées chromées. Si vous voulez en savoir plus sur cette mésaventure, je vous invite à voir le tutoriel consacré au changement des poignées en cliquant sur le lien situé dans le descriptif de cette vidéo. Pour terminer avec le panneau de porte, signalons que le plastique dur et rugueux de la coudoir a été remplacé par une version au revêtement plus élégant et plus doux au toucher, mais malheureusement aussi beaucoup plus fragile. Avec le temps, le revêtement soft finit par s'écailler à cause de la transpiration et de la chaleur. Si c'est le cas, vous pouvez corriger ce problème en le recouvrant de cuir, comme nous l'avons fait dans une précédente vidéo. Le lien vers le tutoriel de cette installation se trouve encore une fois dans le descriptif. Maintenant qu'on en a terminé avec le panneau de porte, passons au tableau de bord, dont le volant 4 branches a été remplacé par une version 3 branches avec logo couleur. Il ne s'agit pas vraiment d'une nouveauté de 2000 puisque dès 1998, ce volant sportif était proposé en option. Heureusement, à partir de 2000, il est devenu le modèle standard. Regardons à présent sous le volant.
on remarque que Porsche a installé un nouveau compartiment qui sert à ranger la pochette qui contient la notice et les papiers du véhicule. Avant, il fallait utiliser le bac situé dans le dossier du siège. Ce nouveau compartiment est donc plus facile d'accès. Malheureusement, il n'est pas très esthétique, sans compter le fait qu'il peut aussi gêner les mouvements de ceux qui, comme moi, ont des grandes jambes. Puisqu'on est dans les améliorations discutables, abordons le cas des commandes d'ouverture de capot de coffre avant et arrière. Avant 2000, on avait un système de levier qui actionnait les câbles. Après 2000, ils l'ont remplacé par de simples interrupteurs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un progrès, parce qu'avec l'ancien système, on pouvait ouvrir le capot avant pour accéder à la batterie, même quand elle était à plat. Avec le nouveau système à base d'interrupteurs, vous faites comment quand la batterie elle est morte? Eh ben c'est simple, il vous en faut une deuxième qu'il faut aller connecter au niveau de la pédale d'embrayage directement sur la boîte à fusibles. Un truc simple quoi. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment parler d'une amélioration. Le seul avantage qu'on gagne avec ce changement, c'est qu'à présent, on peut ouvrir le capot avant avec la télécommande de la clé, ce qui n'était pas le cas sur le précédent modèle dont seul le capot arrière était électrique. En fait, après 2000, c'est tout le système électrique qui a été revu. Les compteurs changent d'apparence et de connectique. Quant au régulateur de vitesse, il devient plus précis, il n'augmente plus de 6 km/h pour redescendre à la bonne vitesse. Ceci est dû à l'introduction d'une pédale d'accélérateur électronique nommée e-Gaz, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent ajouter le régulateur de vitesse après coup, car grâce à elle, l'opération devient beaucoup plus facile et surtout beaucoup moins chère. Allons jeter un coup d'œil au levier de vitesse dont le design a beaucoup changé. Il est devenu bicolore, ce qui le rend un peu plus sympa, mais ce qui est vraiment appréciable, c'est que sa forme est bien plus ergonomique qu'avant. Abordons maintenant la thématique du réglage de la hauteur du siège. Sur les premières Boxster d'avant 2000, seul le siège conducteur pouvait être réglé en hauteur. Heureusement, après 2000, même le passager y a eu droit, ce qui n'est pas du luxe pour les personnes de grande taille. Pas vrai Jérémy? Et puisqu'on est dans la correction des petites mesquineries, signalons qu'à partir de 2000, Porsche a eu la bonne idée de remplacer le miroir de courtoisie du pare-soleil par celui tiré de la 911 type 996, qui dispose d'un éclairage incorporé, mais surtout d'un clapet qui tient tout seul une fois ouvert, ce qui n'était pas le cas avant. Au chapitre des choses récupérées sur la 996, il y a aussi un interrupteur que l'on pouvait prendre en option et qui permet de régler la vitesse de l'essuie-glace lorsqu'on est en position intermittente. Pour finir avec l'habitacle, jetons un coup d'œil à l'espace de rangement situé derrière les sièges. À partir de 2000, la sacoche souple en cuir a été remplacée par un bac de rangement en plastique rigide ou, pour ceux qui avaient pris cette option, un caisson de basse. Ces nouveaux éléments ont l'avantage d'être plus élégants, mais surtout bien plus pratiques à retirer quand on va accéder au bloc moteur, comme nous avions pu le voir dans notre tutoriel dédié à cette opération. Encore une fois, le lien vers cette vidéo est dans le descriptif. Si vous voulez remplacer la sacoche souple par un bac rigide, c'est tout à fait possible. En revanche, l'inverse ne l'est pas, car sur les modèles d'avant 2000, il y a une attache supplémentaire soudée au milieu de l'arceau de sécurité. Donc, pour pouvoir installer une sacoche souple, en théorie, il faudrait aussi récupérer l'arceau de sécurité. Alors, techniquement, c'est pas très dur. C'est juste que c'est beaucoup plus long et nettement plus cher. Allez, arrêtons de comparer les différences entre les modèles d'avant et d'après 2000 pour nous recentrer sur la thématique de départ de cette vidéo qui était les différences spécifiques entre la phase 1 et la phase 2 produite à partir de 2003. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la phase 2 n'a été commercialisée que pendant 2 ans. Elle est donc plutôt rare sur le marché de l'occasion. Et c'est bien dommage parce que comme nous allons le voir, elle ne manque pas d'intérêt. La plupart des possesseurs de Boxster 986 connaissent deux différences majeures pour distinguer une phase 1 d'une phase 2. Les phares et la capote. Sur une phase 1, les phares sont à clignotant orange, alors que sur une phase 2, ils sont à clignotant blanc, comme sur la 996. Le souci, c'est que beaucoup de propriétaires de phase 1 ont remplacé leurs phares à clignotant orange par des phares à clignotant blanc pour moderniser son aspect. Du coup, cette référence des phares peut facilement vous induire en erreur. Cela dit, il est ironique de constater que depuis que la Boxster fait partie de la catégorie des Youngtimers, la tendance s'inverse. Il n'est pas rare de voir des propriétaires remettre sur leur phase 1 des phares à clignotant orange. Et c'est pas juste parce que ça fait rétro, c'est aussi parce que ces phares faisaient partie intégrante du design d'origine de la voiture. Les clignotants servaient à souligner les lignes de découpe, prolongeant le trait du pare-choc jusqu'au capot. Mais revenons à la phase 2. L'autre grosse différence très connue entre les deux générations concerne la vitre de la capote. Elle est en plastique sur la phase 1 et en verre sur la phase 2. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, le mécanisme a été revu en profondeur avec l'ajout d'une armature supplémentaire qui donne une forme plus arrondie au toit et plus élégante. En prime, l'isolation phonique a été revue, elle est quasiment aussi bonne que celle du hardtop, surtout à forte vitesse. L'inconvénient de ce nouveau toit, c'est que la vitre est plus petite que sur la phase 1. Cela dit, ces nombreux avantages compensent largement cette petite baisse de la visibilité. Tout d'abord, cette nouvelle vitre dispose d'un dégivrage. Ensuite, le verre est beaucoup moins fragile que le plastique de la fenêtre de la phase 1.
En effet, contrairement à la phase 1, cette nouvelle fenêtre ne risque pas de se fissurer à l'ouverture du toit ou de s'opacifier à cause des UV et du frottement dû au lavage. Mais à mes yeux, c'est au moment de l'ouverture du toit qu'on voit tout l'intérêt de cette nouvelle capote. Sur la phase 1, quand vous ouvriez la capote, pour éviter que la vitre en plastique ne fasse un mauvais pli et ne se casse, il fallait d'abord ouvrir le toit à moitié, puis sortir pour tapoter la vitre afin qu'elle se plie correctement, et ensuite revenir dans votre véhicule pour terminer de l'ouvrir. Franchement, ça sert à quoi d'avoir une ouverture électrique de série si c'est pour être obligé de sortir pour la manipuler? Alors si, pour la fermeture, là, effectivement, on peut rester dans la voiture. Au moins, sur la phase 2, on n'a pas ce problème. Le toit peut s'ouvrir sans qu'on soit obligé de sortir de l'habitacle. Et mine de rien, c'est un confort non négligeable. Bon, avant d'en terminer avec la capote, signalons que, tout comme les phares, cet élément peut être un mauvais indicateur pour distinguer une phase 1 d'une phase 2, car certains propriétaires remplacent la toile par une version avec une vitre en verre, ou alors carrément tout le mécanisme. Car oui, on peut installer le mécanisme de capote d'une phase 2 sur une phase 1. C'est juste une opération très onéreuse, sans compter qu'elle est loin d'être facile à faire. Maintenant qu'on a vu les deux différences majeures entre une phase 1 et une phase 2, attaquons-nous aux détails plus subtils. Pour commencer, le design des pare-chocs avant et arrière a été revu. Les formes tout en rondeur de la phase 1 ont été modifiées pour une version avec des entrées d'air plus marquées. C'est à peine perceptible pour un non-initié, mais ça donne un petit côté plus sportif qui n'a pas forcément été du goût de tous, puisque certains journalistes de la presse automobile de l'époque n'ont pas hésité à dire qu'avec ces changements, Porsche sombrait dans le tuning. Ce qui est quand même un peu exagéré. La forme de l'aileron aussi a été changée. Cassant l'aspect rectangulaire de l'aileron de la phase 1, Porsche lui a donné une forme de trapèze, augmentant ainsi légèrement sa surface. Je ne sais pas si ce changement de forme augmente l'appui aérodynamique, mais sur un plan purement esthétique, je trouvais que la simplicité de la forme du premier aileron s'intégrait mieux à la carrosserie. Le dernier petit détail extérieur qui permet de différencier une phase 1 d'une phase 2 est la grille d'entrée d'air latérale. Elle est renfoncée sur la phase 1 et affleurante sur la phase 2. C'est une pièce très facile à remplacer, pourtant, contrairement au phare à clignotant blanc, il est très rare de voir un possesseur de phase 1 installer une grille de phase 2. Probablement que ce changement n'a pas été perçu comme une plus-value. Entrons maintenant dans l'habitacle. La première chose qui saute aux yeux est l'apparition d'une boîte à gants côté passager. Du coup, le compartiment de rangement inesthétique qui était placé sous le volant a disparu, ce qui libère de la place pour les jambes pour le plus grand bonheur du conducteur. Au niveau des changements mécaniques, la cylindrée des démotorisations reste inchangée. En revanche, la puissance a été augmentée de 8 chevaux. Oui, c'est pas assez significatif pour en faire un argument de vente, d'autant plus que derrière le volant, cette augmentation de puissance est imperceptible pour le commun des mortels. Bon, allez, revenons à des problématiques plus pratiques en étudiant le cas du porte-gobelet. Si, la phase 1 avait un porte-gobelet de série. On a tendance à l'oublier parce qu'il est un peu pénible à installer. Démonstration. En général, il est rangé dans le vide-poche situé derrière le frein à main. Il faut donc commencer par farfouiller entre les objets empilés là-dedans pour réussir à l'extirper. Ensuite, il faut le déplier, ce qui n'est pas toujours évident quand on a une main prise par un verre ou le volant. Il faut donc penser à installer le porte-gobelet avant de se servir à boire. Pour l'arrimer, il faut appuyer avec le pouce sur le côté pour rentrer une des attaches. On peut ensuite fixer le porte-gobelet dans les 3 trous situés dans l'encadrement d'une des 2 grilles de ventilation latérales. Maintenant, vous pouvez enfin poser votre canette. Bon, clairement, c'est pas pratique du tout et c'est pour ça que la plupart du temps, personne ne s'en sert. Pour un Européen, c'est pas dramatique. Mais aux USA, comme pour ma belle-sœur, le porte-gobelet est une option presque vitale. Pour satisfaire la clientèle américaine, les concessionnaires Porsche des États-Unis ont donc proposé un double tiroir porte-gobelet que l'on pouvait mettre à la place des commandes de clim, qui étaient alors déplacées plus bas. Le problème, c'est que si vous aviez pris l'option Equalizer pour votre autoradio, vous ne pouvez plus descendre les commandes de clim en bas puisque l'emplacement est déjà pris. Du coup, il est impossible de prendre l'option porte-gobelet à tiroir. Le problème est le même pour ceux qui ont pris le pack PCM, car cet autoradio est 2 fois plus épais que l'autoradio normal, donc l'emplacement du porte-gobelet va être occupé. Bref, on se rend bien compte que même cette solution américaine était loin d'être optimum. Et c'est pour ça que sur la phase 2, Porsche a installé un porte-gobelet beaucoup plus pratique. On peut s'en servir comme porte-gobelet unique, pour se la jouer initial D, ou le tirer pour le transformer en porte-gobelet double. C'est beaucoup plus facile à installer, même avec une seule main, et surtout, c'est très simple à remettre en place puisqu'il suffit juste de le pousser. Pour pouvoir intégrer ce nouvel élément dans le tableau de bord, Porsche a dû revoir la forme de la grille de ventilation centrale. Elle n'est plus ovale, mais presque rectangulaire. Du coup, pour s'adapter à ce nouveau design, les interrupteurs latéraux ne sont plus inclinés, mais droits. Chose curieuse, sur l'interrupteur de ventilation des commandes de clim, on retrouve la même forme que la grille de ventilation de la phase 1.
Alors, peut-être qu'ils ont laissé ce pictogramme dans l'optique de limiter le nombre de références, ou alors, ils l'ont peut-être juste oublié. Cette nouvelle grille centrale a vu l'apparition d'une déclinaison chromée que l'on pouvait avoir en option et qui n'existait pas sur la phase 1. Contrairement à la phase 1, la grille de ventilation n'est pas solidaire de l'armature de la console centrale. Il est donc très facile de remplacer la grille de ventilation noire par sa version chromée. Et si cette opération vous intéresse, je vous invite à voir le tutoriel dédié dont le lien se trouve, encore une fois, dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des différences entre la phase 1 bis et la phase 2. Maintenant, vous pouvez choisir votre modèle en toute connaissance de cause. Alors, bien entendu, les petits changements esthétiques ou pratiques comme la boîte à gants ou le porte-gobelet ne vont pas justifier à eux seuls une préférence pour la phase 2. En revanche, le toit avec la vitre en verre pourrait constituer un argument de poids. Reste à savoir si le prix en vaut la chandelle. Car il faut bien l'avouer, la phase 2 est non seulement plus difficile à trouver, mais aussi un peu plus chère. Personnellement, j'ai fait mon choix. Après, c'est à vous de voir. Allez, à la prochaine! Bon, pour éviter qu'on me pose la question dans les commentaires, je vais anticiper et répondre par avance. Certains vont probablement se demander si les deux canettes de multi-key que j'utilise dans la vidéo sont des fakes. Forcément, avec un nom pareil, ça interpelle tellement ça sonne faux. Eh bien, oui, les canettes sont vides, il s'agit d'un simple objet décoratif parce qu'à la base, le Milky est une boisson fictive inventée pour le manga Head Tricks. Sauf que c'est plus tout à fait vrai. En effet, à force de voir cette boisson dans la BD, les fans, dont je fais partie, avaient vachement envie de goûter ce breuvage. Et à force d'insister auprès des auteurs du manga pour qu'ils arrêtent de nous donner des canettes vides, ils ont fini par faire un crowdfunding auprès de leurs lecteurs. Depuis ce jour, tout comme la bière Duff des Simpsons, le Milky est devenu une boisson réelle. Mais bon, si vous voulez la tester, ça va pas être simple, parce qu'on la trouve que sur les salons de manga ou par correspondance sur le site des auteurs. Voilà, pour conclure, je ne dirai qu'une chose. L'abus de soda est dangereux pour la santé. Pensez à bouger, faire de l'exercice quotidiennement et manger 3 fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Ceci n'est pas un sponsoring pour une boisson sucrée, je ne suis pas payé par eux. Je kiffe juste leur BD. Allez, à la prochaine!